Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De It Come at Night. Mais qui, quoi, qu'est-ce? This is the question. Alors peut-on vraiment parler d'horreur ou d'épouvante horreur? Probablement que les gens le définiront plus comme un thriller horrifique ou psychologique. Un drame pour sûr, un survival intimiste. La scène d'ouverture met directement le ton. C'est lourd, pesant, on n'est pas là pour rigoler. Et très rapidement, on réalise que le film restera sur ce registre de mystère, d'angoisse et d'interprétation. Le film n'est donc pas plaisant en ce sens, et plonge le spectateur dans le malaise. Je me souviens de ces quelques couples qui étaient dans la salle et waouh! Vous savez, quand les gens sortent de la salle, souvent ils rigolent, se charrient un peu en mode wesh, ça fait pas peur, tranquille. Mais là, c'était vraiment silence complet. Pas forcément le genre de film qu'on va voir en famille ou en couple. Ce n'est que le second film de Troy Edward Schultz, et souvent les premiers films sont assez expérimentaux, mais bien menés techniquement. On le voit par une très bonne gestion de la lumière et de l'obscurité, un choix épuré où les couleurs s'évanouissent, avec beaucoup de scènes tournées dans le noir total, pour seul éclairage d'une lanterne. Ça fait vraiment plaisir à voir par rapport à de nombreux films qui utilisent les lumières synthétiques, l'effet bleuté de la nuit, ou encore ces films où si les personnages éteignaient leur lampe, on verrait quand même. Et il y en a beaucoup. C'est donc le choix des plans et des mouvements de caméra que de suivre la montée progressive de l'angoisse, de jouer avec l'attente de ce qui se dissimule dans le hors-champ, une tension mais sans les jumpscares fonctionnels. Le rythme est ainsi lent, hypnotique, et ne sera pas à l'accoutumance de tous. De plus, tout se passe dans un espace confiné, aussi limité que le récit et que les possibilités de choix des personnages. Le film marche vraiment au premier degré, mais on peut le voir de plusieurs manières, en cohésion avec le mélange de genres. C'est aussi ça qui lui donne de la saveur. Peut-être s'appréciera-t-il plus en le laissant mariner un peu. La famille s'est installée dans une maison au fond des bois, afin d'éviter la violence et le chaos que l'on devine, jusqu'à ce qu'une deuxième famille fasse son apparition. Alors que se passerait-il si l'on était forcé de vivre en reclus, face aux dangers constants? Peut-on vivre retranché à l'écart du monde? Peut-on faire une société en étant dominé par la peur? Pas mal de sujets qu'on peut joindre à l'actualité. Alors que le foyer est normalement le lieu de sécurité, de confiance, le fameux aucun lieu n'est tel que chez soi, ou le home sweet home, on nous montre au contraire un danger plus pervers. Le film interroge les valeurs familiales dans le contexte d'une menace inconnue. Comme l'est la forêt, la nuit noire, la maladie ou virus, c'est le mal, la peur qui se tapit dans l'ombre et parvient toujours à s'infiltrer sous une forme ou une autre. On peut aussi le voir comme une grande famille où les enfants décideraient de partir petit à petit, comme si l'adolescent quittait le nid des vieilles traditions familiales pour la grande ville. Les parents resteraient ainsi figés dans leur domaine ou leur église, bornés dans un huis clos de valeurs, sans jamais lâcher prise. Dès la première scène du film, on a le symbole qu'on tue le père, ou plutôt le personnage le plus âgé. Que devient l'humanité sans ce père, ce guide spirituel? En ce sens, Paul et sa famille se retrouvent sans instance supérieure, sans orientation à suivre. La mort de celui-ci engendre des conséquences sur Travis, notamment des cauchemars la nuit, ce qui laisserait d'ailleurs présager, en plus du virus, que tout proviendrait de là, avec le côté un peu fantastique de ce genre de film. Mais non, on est plus dans un film à la It Follows ou The Witch. Tout est suggéré par la perception que les personnages ont sur leur environnement. Il n'y a ainsi pas de fantastique, le côté horrifique est plutôt une sensation, une oppression constante posée par le ressenti des personnages. La manière dont Will pénètre la maison au début, c'est comme un serpent qui s'infiltre dans une structure, une arche pour y chercher des vivres. Arrivant de l'extérieur, il est perçu comme une menace immédiate. On joue avec les apparences, et c'est en ça que le film est intéressant. Paul devient alors seul juge de son sort, et les raisons qui l'ont mené jusqu'ici sont les raisons pour lesquelles il va l'autoriser lui et sa famille à venir les rejoindre. Le besoin à la fois de renforcer leur structure, et à la fois les produits alimentaires nécessaires à la survie. C'est donc avec de bonnes intentions que Paul semble les accueillir ici. J'ai bien aimé cette dualité des couples. Paul est plus strict, plus méthodique, à l'affût du moindre signe, ou de la moindre contradiction. Là où Will a une apparence un peu ambiguë, alors qu'il est en fait tout à fait normal. On joue vraiment avec notre perception. Les protagonistes ont beau se barricader, ils ne sont pas à l'abri. Ça rejoint le spectateur qui se croit lui-même en sécurité sur son siège, mais que malgré tout, il peut se faire atteindre par l'esprit ou par ses émotions. Alors la maison a des règles, une manière routinière, presque mécanique de fonctionner, faisant de Paul un obnubilé de la sécurité, et dont la bonté s'étouffe à mesure que le chemin se trace. C'est une bonne idée d'avoir fait du personnage principal le monstre de l'histoire, entre guillemets évidemment, puisque ça renforce l'idée de la terreur, puisque l'on est censé au début prendre son parti et s'identifier à lui. Le but étant qu'à la fin, on se retrouve à faire ce qu'il fait, par effet de projection. L'acte final d'ailleurs porte un lourd symbolisme. La mort d'une mère et de son fils, incarnation de la vie et de l'avenir. C'est cash, froid et sans retenue.
outre que notre propre souffle. Il y a d'ailleurs une belle opposition entre les mères, l'une qui tient son fils dans ses bras pour le protéger, alors que de l'autre côté, il y a une mère qui tient un fusil dans les mains, prête à tuer quelqu'un. C'est l'instinct maternel, instinct qui permet de faire survivre l'humanité, et en même temps, c'est survivre en tuant ce qui fait de nous des humains, ce que l'on est censé protéger. On nous montre jusqu'où l'être humain est-il prêt à aller pour survivre, tout en mettant à l'épreuve les valeurs qu'il défend. En est-il digne ? Le couple finit ensemble, comme deux cons, si on peut dire, face à la conséquence de leurs actes. Ils sont seuls en tête à tête. Et bah bravo, quelle victoire! On peut aussi le voir comme un retour à l'origine, aux traditions, au couple primordial, de là où tout est né, le fameux péché originel de l'homme, qui leur vaut d'être chassés de leur jardin intimiste. Une piste pour le virus, pour ce qui pourchasse l'être humain, de ce qui leur autorise la vie et la mort. Il y a ce côté force invisible que l'on affronte, jusqu'à ce qu'il devienne visible, incarné en nous-mêmes, à l'image de l'acte final qui nous apparaît brutalement. Ce qui n'est qu'esprit, idée, devient concret, éprouvé. Alors évidemment, si on avait pu confirmer qu'ils étaient infectés, le geste de Paul aurait paru d'une toute autre manière. C'est là l'intérêt de l'interprétation et de la perception du film. Très peu de personnes sont prêtes à endurer autant pour survivre, ne pas être contaminé ou corrompu selon l'aspect où on le prend. Ça m'a un peu rappelé le dilemme moral de Noé dans le film d'Aronofsky. Paul est celui qui tient bon, là où tous les autres ont failli. Un exemple, dans Alien Resurrection, Ripley a été capable de tuer son fils. Elle a été assez forte pour surpasser ses émotions. Alors c'est plus dans le sens opposé ici, mais comme Paul le dit lui-même, on ne sait pas de quoi les gens sont capables, surtout quand ils sont poussés à bout. Ce sont les bons sentiments qui sont abandonnés pour faire face aux difficultés. Quelque part, seule la folie peut permettre à un homme d'outrepasser les limites de l'acceptable. Le film commence et se termine sur une phrase. C'est le fameux « lâche prise, c'est bon, tout va bien, tu peux fermer les yeux ». Des paroles réconfortantes avant d'être brûlées et enterrées. Il y a presque un effet tragicomique. Ça rappelle la phrase de Karl Marx qui disait « Lorsque l'histoire se répète, la première fois c'est une tragédie et la seconde une comédie, une farce ». La phrase peut aussi nous être adressée. Lâche prise avant d'entrer dans le film, petit spectateur, et fais-en autant en le quittant. Dans la vie, comme on le sait, on est constamment dans nos troubles, nos angoisses, dans la recherche de contact, d'expression, d'attache, toujours à penser, à bouger, à stresser. Ça tourne en boucle dans le mental. Et qu'il est difficile, justement, de lâcher prise, de se poser, d'être en paix avec soi-même et le monde qui nous entoure. C'est alors que la mort peut même résonner comme le passage, la porte vers cette tranquillité. Quand je pense au film La Momie que j'ai vu la veille, on a le même thème. La Momie essaie justement de faire lâcher prise le personnage de Nick qui résiste, ou encore plus flagrant avec le personnage de Flash qui est en tourment permanent et ne lâche jamais prise. Paul et Sarah sont les plus persistants, les plus dévoués à leur combat, et survivent à tout comme des résistants, et ne quittent jamais leur huis clos. D'ailleurs, quand on est dans un huis clos, la règle de base est de trouver une issue, et le schéma se répète tant qu'on n'y trouve pas la sortie. Un peu comme Age of Tomorrow, ou encore Cube. Il y a cet effet de boucle sous-jacente, de répétition constante de l'histoire. L'introduction est souvent semblable à la conclusion, avec ce retour au point de départ. Le développement n'est là que pour permettre de comprendre comment on passe de l'un à l'autre. Même dans Wonder Woman, on a le cycle de la guerre, de la violence, qui s'apaise un temps, puis réapparaît dans les sociétés les plus civilisées. Le film, par son introduction et sa fin, peuvent même se voir comme le cycle de douleur de la naissance et la dégénérescence de la mort. Cette deuxième famille qui arrive est plus jeune, plus innocente, insouciante presque, comme Paul avait dû l'être au début. Il y a un effet miroir de temporalité, où Will, en faisant un séjour dans cette maison, devient à son tour comme l'est Paul. D'où la raison pour laquelle il veut sortir, car il s'en rend compte petit à petit. Ça pose aussi la question du rapprochement entre individus. Doit-on laisser entrer des gens dans nos vies, sachant qu'ils pourraient nous faire du mal? Ou au contraire, ça pourrait révéler les mauvaises parties de nous-mêmes. Là, on pourrait embrayer sur la confiance, l'amour, l'amitié, etc., mais c'est pas le thème. Il y a aussi une boucle en opposant la scène finale avec la scène où Paul et Will sont sur la route au début. À ce moment-là, Paul tue aussi sans hésitation. Là où Will est plus contenu. Tout était dit en fait à ce moment-là. Mais elle passe car on joue sur l'ambiguïté. On ne sait pas encore si on peut faire confiance à Will ou si ces gens-là qui les attaquent n'étaient pas avec lui, en mode piège. Du coup, l'acte de Paul surprend, mais se mélange à nos doutes concernant Will, alors qu'à la fin, on connaît les personnages. Il y a de fortes chances que Will serait parti sans jamais revenir, mais peut-on l'affirmer de manière catégorique? Le film joue surtout sur la notion de doute entre individus, à l'égard d'autrui et envers soi-même. Tout n'est que croyance, interprétation, où le moindre bruit, silence, regard, geste devient sujet à la suspicion.
à en devenir parano. Par exemple, est-ce que Will est venu ici pour les avoir ou est-ce qu'il dit la vérité? Les hommes sur la route étaient-ils avec lui ou pas? Qui a ouvert la porte rouge? Est-ce que le petit Andrew est malade? Est-ce que Will et Kim ne le seraient finalement pas aussi, comme pour Travis? Est-ce que Paul tue parce qu'ils sont infectés ou parce qu'il ne peut juste pas les laisser partir? Qu'est-ce finalement ce virus? N'aurait-il pas un autre aspect qu'on ne semble pas percevoir? On finit par se demander qui est contaminé, ceux qui meurent ou ceux qui vivent, survivent. D'ailleurs, il y a également le dernier plan entre le couple qui fait écho à celui où ils sont avec leur fils à table. Certes, ils n'ont plus rien à se dire, mais est-ce parce qu'ils viennent de tout perdre, de survivre à l'horreur, ou parce qu'eux-mêmes sont infectés? C'est cette ambiguïté qui engendre un mal, sans parvenir à départager s'il est réel ou non. Aucune réponse n'est totalement limpide, et chacun garde un peu d'ombre et de mystère emporté avec eux dans la tombe. L'action peut être à la fois horrible pour sa vérité, tout autant que pour son mensonge. Le fils Travis est assez intéressant comme personnage. On peut supposer qu'il était proche de son grand-père et formait une sorte de binôme. Sa mort l'a énormément affecté plutôt. D'où ses cauchemars, et comme pour renforcer la notion de solitude, dans sa chambre il y a 2 lits séparés. On voit également qu'il a pris l'habitude d'écouter en cachette, c'est pour faire partie de quelque chose, partager des moments autres que la gravité de la situation qu'on lui rappelle constamment, justement de par son père qui ne lâche jamais prise. Comme la scène où il est complice avec Will sous les yeux de son père. Quand cette famille arrive, ça lui permet d'avoir un semblant de normalité, comme avant tout ça. Dans un second temps, Travis espionne, à la fois ses parents et le nouveau couple dans leur intimité, ce qui éveille chez lui un désir. Le plus parlant, c'est son attirance pour Kim. D'une certaine manière, l'on pourrait se dire quoi de plus normal? Mais c'est cette notion d'interdiction, de tentation, de dévier du droit chemin, de faire les choses dans l'ombre, de manière dissimulée, détournée. Le plaisir à la distraction serait presque considéré ici comme un péché. Autant on a le virus physique, autant on peut se demander s'il n'est pas psychique. Il n'est pas ouvertement malade, c'est comme si on le testait à plusieurs reprises, pour savoir s'il allait rejoindre ses parents, ou s'il resterait perdu, dans le doute. Ce qui est pas mal, c'est qu'on est plus impliqué avec le père au départ. Puis petit à petit, notre point de repère devient plutôt celui du fils, décidément trop tendre, trop fébrile pour ce nouveau monde. Travis est un adolescent à qui l'on enlève tout, à qui l'on interdit tout, incompris. Son développement naturel se fait constamment réfréner. Il y a quelques séquences intéressantes, notamment une scène à table où les parents ont une conversation devant Travis, mais ne le prennent jamais en considération. La caméra reste focus tout en s'approchant de lui. Il est là, présent, mais reste isolé, à l'écart des affaires des grands. De même pendant l'acte final, il est dans la maison en retrait encore une fois, comme écarté de la situation, devant affronter seul ce qu'il voit. La mort, la perte, dont on ne lui explique rien. Son grand-père, son chien, il endure l'horreur de ses parents, et tout ça pourquoi? Pour mourir. En tant que spectateur, on ne peut que penser que c'est injuste et avoir des regrets pour lui. C'est comme si on passait notre vie reclus dans les bois sans jamais avoir vécu, comme si la Belle au bois dormant ne s'était jamais éveillée. À travers le personnage de Travis, on voit que l'homme n'est pas fait pour vivre reclus, enfermé sur lui-même comme dans une prison, qu'il a besoin de liberté. Beaucoup d'individus de nos jours passent plus de temps sur les réseaux sociaux ou dans quelque chose, sans voir ce qu'il y a à l'extérieur. Travis est comme un veilleur, la lanterne l'approche du noir aussi bien que de la lumière. Quelque part, il ne dort jamais. L'esprit est toujours actif, même la nuit. Il y a avec ce personnage un côté très introspectif à l'être humain, dans son individualité, par opposition à la collectivité. L'adolescent trouve une issue au huis clos, par l'énergie de ses désirs, fantasmes, ainsi que ses peurs ou le deuil. Le psychisme est comme un prolongement du corps, d'autant plus s'il ne peut pas s'exprimer au quotidien. Alors il se rattrapera la nuit, les rêves, les cauchemars étant une expression de la réalité et provenant eux-mêmes de l'intérieur de l'être, là où dans les anciennes croyances, on pensait que ça provenait de l'extérieur. L'esprit en fait trouvera toujours une issue, comme la phrase fétiche de Jurassic Park, la vie trouve toujours son chemin. Ce sont dans ces caractéristiques personnelles que se trouve la notion d'horreur, justement parce que ça part de situations ou d'états ordinaires, primaires du quotidien, mais qui portent en eux les symptômes du drame à venir. Ici, le danger est la cellule familiale, et non l'intrus, là où d'habitude c'est l'inverse. Mais si on part du principe qu'à la base, l'on est tous issus de la même origine, alors 2 frères se transforment en 2 groupes, familles, peuples, pays, ainsi de suite. Puis de la division, l'association de plusieurs cultures, l'ouverture des frontières, des portes, puis de nouveau, subtilement voir comment tout flanche, sans que cela soit la faute ni de l'un ni de l'autre. Pour faire le lien avec ce que je disais à propos des répétitions temporelles, de la violence cyclique, ce sont dans les liens du sang que peut-être se trouvent les premières formes de violence, en provenance de nos ancêtres. Ce serait presque génétique. Ce sont les conflits internes propres à l'individu qui génèrent à la fois une dissociation violente et à la fois une possibilité d'émancipation, ce qui permettrait peut-être de briser la boucle. Plutôt ça la première base du virus. Il y a ce que l'on est en tant qu'individu et ce que l'on doit être au sein d'un clan.
On cherche l'empathie, mais il y a la peur omniprésente de l'autre. Le virus est ce qui essaye de séparer les familles ou les humains entre eux. Tout ce qui exerce une force addictive dont on ne peut réchapper. C'est aussi la force de l'évolution du mouvement. On peut aussi y voir le combat de l'intellect contre la nature, où la culture et le mental contrôlent la nature que l'on possède en nous. C'est un peu les thématiques avec les sorcières. Dans le film The Jane Doe Identity, on a aussi affaire à une force invisible, introspective et ancienne. La maison incarne la structure de l'individu, les règles établies par les parents, l'ordre au milieu de la nature sauvage, aléatoire et méconnue. Il y a comme un néant, un immense royaume des ténèbres qui attendent les hommes à l'extérieur. Si tu t'éloignes de la maison, la structure-culture, tu te fais avoir, comme le chien, l'animal proche de la nature, ramenant dans le domicile des éléments de cette nature. Ça aurait aussi fonctionné avec un chat, mais le chien possède cette fonction d'être sécuritaire et dressé par l'homme. On peut le voir comme une notion du bien et du mal, et la porte est ce qui sépare les deux mondes. C'est presque comme la porte de la connaissance, elle aussi liée à l'interdit. Chez les Asiatiques, les forces de l'inconnu sont plutôt les forces ou phénomènes naturels que l'on ne comprend pas, sans attribution de jugement ou de morale. C'est plus un équilibre naturel, comme les kaiju, genre Godzilla ou King Kong. Quand Travis traverse la porte, c'est aussi le symbole qu'il va rejoindre cet ailleurs, l'après, ce monde inconnu, obscur, celui de la mort, de cette maladie sans nom, une manière de s'affranchir. Il y a une question intéressante qui demeure, est-ce Travis qui l'a ouverte ou est-ce Andrew, l'autre petit garçon ? On sait que Travis se balade la nuit et qu'il est terriblement attiré par cette frontière rouge. Et on le voit même dans ce qui semble être un rêve, l'ouvrir et aller dehors chercher le chien. L'a-t-il ouverte par mégarde, ou comme on le dit, le petit serait somnambule ? Les deux possibilités tiennent la route. C'est selon comment on le percevra, avec le côté volontaire ou accidentel. Alors je disais que je trouvais ça intéressant, parce que toute la séquence finale part d'un conflit entre les deux familles, mais qui en fait a été déclenché par la dualité des deux enfants. L'un est clairement aimé, voire béni, là où Travis a perdu ce côté affectif. De même que l'un est trop petit pour se défendre, et l'autre affirme que ce n'est pas lui. Et là finit la réflexion, on protège ce qui est nôtre, d'origine. Même pour le spectateur, le doute peut subsister. Alors qui a ouvert la porte ? L'un des habitants ou est-ce purement métaphorique ? Travis est clairement contaminé suite à ça, mais encore une fois, est-ce parce qu'il a ouvert la porte ? Ou parce qu'il a été en contact avec Andrew ? Ou encore, est-ce antérieur ? C'est la force du film, ce léger doute qui subsiste et la manière dont on se fait contaminer. La maison dans les bois comme ça donne un côté intemporel au film, comme si cette histoire pouvait être racontée à n'importe quelle époque, même futuriste. On joue même sur la notion ethnique pour ces deux familles, une lutte ancestrale entre l'ombre et la lumière, un affrontement au sein d'une maison, d'un même corps. De ce fait, ça rend le personnage de Paul plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pour cela que le film n'a pas besoin d'exposer quelle est la menace externe, car elle parle plus de l'homme confronté à ce qu'il ne comprend pas et comment il avance face à l'incompréhension qui est en lui. Comme le fait d'en savoir aussi peu que les personnages. C'est bien l'une des choses qui peut rendre fou les gens, même en dehors d'un film. Le fait de ne pas savoir, c'est comme un aveu d'impuissance. Ce qui explique aussi pourquoi les films qui sont de ce genre, ou qui finissent en queue de poisson, ne sont pas forcément appréciés. Au final, ça n'a aucune importance de savoir ce que c'est. Ce n'est qu'un prétexte, un sujet à travers lequel le problème de fond va s'exprimer. Que ça soit un démon, un alien, un psychopathe ou un virus. Le problème est bien la peur que ça inspire à l'être humain, ses angoisses ou ses peurs dont il finit par devenir prisonnier, et qu'il étouffe et camoufle par les conflits externes ou sociétals qui le nourrissent chaque jour. Une fois qu'un conflit externe est résolu, l'homme se rend compte que ça n'a rien changé pour lui, et que ses troubles persistent, car c'est interne, propre à la nature humaine. Et c'est bien ça contre quoi on devrait lutter au quotidien, car la méfiance, la peur qui s'engendre en chaque être humain est projetée sur les autres qui alors finissent par s'entretuer. C'est d'ailleurs tout l'enjeu d'un personnage comme Bruce Wayne, qui est confronté à sa propre peur et à toutes les formes de la peur incarnées par ses différents ennemis. Si quelqu'un vous fait peur, le problème ne sera pas ce quelqu'un, mais la peur que vous ressentirez, et c'est celle-là qu'il faut vaincre. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, même s'il y a encore pas mal de choses à dire ou à interpréter. La musique, sombre et funèbre, les acteurs qui sont excellents. Il y a aussi le tableau de Pieter Bruegel, le triomphe de la mort, qui illustre différentes formes de mort plus atroces les unes que les autres, à l'image de la peste noire, un sort inévitable, la mort dont personne ne peut réchapper et face à laquelle on est tous égaux. C'est un film qui joue sur l'humain avant tout, l'imagination et l'effroi au coin de chaque cadre. Un film d'ambiance immersif, où on n'en ressort pas indemne. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.